Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali oyo kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali oyo kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo ne mboka, Congo mboka ya bankoko. Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Congo ya Afrika, Congo mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo bakobikisa yo. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir et partout où vous vous retrouvez. C'est votre compatriote Ombeni, le grand léopard.
Vous venez d'écouter une chanson qui nous appelle à la prise de conscience, qui nous appelle à la compréhension de la beauté de notre nation, qui est le Congo, qui est le léopard. Chers compatriotes, peuple congolaises, congolais, me voici encore, comme je l'ai dit que aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, des sujets qui évoquent toujours notre pays. Et ce sujet d'aujourd'hui, comme bon nombre d'entre vous veulent l'attendre, veulent l'attendre et comprendre, nous allons parler aujourd'hui pourquoi les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble pour une cause nationale. C'est une question. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble pour une cause nationale? Une autre question que nous allons répondre, qu'est-ce que mythe unificateur? Il y a plusieurs mythes. Il y a les mythes ancestrales, il y a les mythes unificateurs, il y a les mythes idéologiques, il y a plusieurs mythes. Mais tous ces mythes, vous allez comprendre avec quoi, sont toujours liés au mythe unificateur. Qu'est-ce qu'un État? Avec moi, vous allez comprendre qu'est-ce qu'un État. Qui dirige l'État? Dans l'État, il y a ce qu'on appelle les peuples bâtisseurs. Il y a les nationaux. Mais avant, il y a aussi les indigènes qui sont là, les autochtones. Les nationaux. Les citoyens qui demandent la citoyenneté. Les étrangers. Et les visiteurs. Les visiteurs, les touristes et tout ça. Chers compatriotes congolaises et congolais, pourquoi les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble pour une cause nationale? Voilà la réponse. Voilà la question qui va me pousser à répondre à ces mythes. Parce que c'est un mythe que j'évoque lorsque je me pose cette question. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble pour une cause nationale? La question est mythique et la réponse qui doit être donnée à cette question doit être une question aussi, une réponse mythique. Parce que c'est les mythes qui ont construit toutes les nations, toutes les civilisations. Les sociétés ont été construites par les mythes. Et vous allez les comprendre avec moi. Vous allez les comprendre avec moi. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas se comprendre? Vous savez avec moi, ou si vous ne le savez pas, nous sommes dans la 4e guerre mondiale au Congo. Nous sommes dans la 4e guerre mondiale. La première guerre mondiale qui avait provoqué des dommages et des fissures dans le royaume Congo, c'était les Perses. Les Perses qui étaient toujours avec, ce sont les mêmes peuples avec les Juifs, aboutissant à ce que nous appelons les Zanzibar.
Ça, c'était donc la Première Guerre mondiale. Et tous les peuples étaient derrière, tous les peuples nos Bantous étaient derrière cette guerre. Et vous savez, si vous ne le savez pas, Zanzibar, c'est la région, l'île de Zanzibar, c'est la région la plus métissée au monde. L'île de Zanzibar, c'est la région la plus métissée au monde. C'est là où est né, c'est là où sont nés certains métis. Par exemple, le Baluba, les Bamileke, le Pel Foulane. Il y a le Pel Foulane qui sont montés dans le nord. Les Bamileke qui sont montés aussi dans le nord du Cameroun. Les Baluba qui sont partis à travers la Tanganyika et qui sont arrivés dans les années 60, on les a donné des terres dans les Kasaï. Parce que là, au Tanganyika, à Lubumbashi, Katanga, ils avaient toujours des problèmes. C'est en 1960 qu'ils avaient eu des terres donc, dans les Kasaï. Donc, la formation de ces métis a eu donc au XVIIIe siècle. Mais la Première Guerre mondiale contre le Royaume Congo a commencé au fin 18e, donc entre 9e siècle et 10e siècle. La Deuxième Guerre mondiale contre le Congo, le Royaume Congo, a commencé avec l'État du Portugal, le peuple portugais, un petit pays avec des peuples qui sont laids et qui ne sont pas forts, qui n'ont pas l'armée. Mais toutes les nations du monde encore vont se mettre derrière cette nation, comme ils l'ont fait derrière les Perses. Donc les Perses, on appelle l'Iran d'aujourd'hui. L'Iran d'aujourd'hui, et qui était avec les Hyksos, qui sont aujourd'hui les Juifs. Cette guerre, quand vous regardez bien le Portugal, vous remarquez que tous les gens qui sont venus, tous les Portugais qui sont venus espionner le Royaume Congo, avaient des noms de Juifs, de David Livingstone, de Stalin. Vous les connaissez? Et par exemple, Brazza, de Congo Brazzaville, lui aussi tu vois qu'il était, c'est comme un arabe. Hein? Cette Deuxième Guerre mondiale va se dérouler à l'intérieur des royaumes, sur les frontières, jusqu'au dans les royaumes, conduisant à des États que nous appelons aujourd'hui, qui ont, avec la colonisation, nous parlons aujourd'hui de l'Angola, du Congo-Brazza, du Gabon, du Cameroun, de la Tanzanie, du Kenya, de la Zambie et d'autres États. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale contre le Congo va commencer avec la petite Belgique. Et toutes encore les grandes puissances vont se mettre derrière le peuple, la petite Belgique avec ces peuples les moins intelligents qui n'ont pas l'armée. Mais on va se mettre derrière. On va jouer l'idéologie derrière ces minorités. Imagine-toi les Belges, une petite nation comme la Belgique, qui est plus de 87 fois sur 83 fois dans le Congo. Et vous connaissez vous-même ce que nous avons vécu, nos ancêtres et nos parents. La quatrième guerre va commencer, c'est là où nous sommes, la quatrième guerre mondiale. Encore, on va installer les métis que vous appelez Tutsis, on va les installer au Rwanda et au Burundi. Et en 1959 surtout, on va les installer au Congo. Mais avant 1959, en 1958, directement, ils sont déjà aux États-Unis, en Angleterre. On va faire la propagande sur ces gens.
C'est là où on va les former en faisant la propagande. Pourquoi? Parce que, pourquoi les métis là tous ont quitté le Rwanda? Parce que c'est la fin de la colonisation. Comme c'est la fin de la colonisation, les Bantous ne supportent pas le blanc et les métis là. Donc comme ils ne les supportent pas, les blancs vont partir avec ces métis. Parce que si les colonisateurs laissaient ces métis, les Bantous allaient les ravager, allaient les massacrer. Parce que ces métis participaient activement dans l'esclavage, dans dans la servitude donc des Bantous. Donc vous comprendrez que vous comprendrez que les colonisateurs ne vont pas partir avec tous les métis là, parce que certains vont partir, les métis là tous vont partir aux États-Unis, en Angleterre, et d'autres vont rester, et d'autres vont aller en Éthiopie, et d'autres vont rester en Afrique centrale, et en Afrique de la Corne de l'Afrique. Ils vont rester là-bas. Pourquoi on va les installer là-bas? Parce qu'on ne peut pas partir avec eux. On va maintenant prendre quelques-uns, on va les installer au Congo, d'autres en Tanzanie, au Kenya et d'autres en Ouganda. Pourquoi? Parce que les colonisateurs n'avaient pas digéré, les colonisateurs donc n'avaient pas digéré quand on les avait chassés. Donc pour garder leurs intérêts, il fallait qu'ils installent les métis là partout dans les États pour défendre non seulement sur place, mais avec le temps leurs intérêts. Et aujourd'hui, qui défendent les intérêts des colonisateurs, ce sont les mêmes métis, qui sont les métis arabo-musulmans, Peul, Mor, et Balouba Bamileke, et les métis judéo-chrétiens qui sont encore entre les Balouba Bamileke et les Tutsis, qui sont les Maasai, tous de la Corne de l'Afrique. Et vous allez voir que tous les États bantous en Afrique sont déstabilisés. Les Soudans déstabilisés, l'Ouganda, les Congo, le Rwanda, le Burundi, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Mali. Pourquoi tous ces États bantous vont être déstabilisés après la décolonisation? Parce que on avait installé les métis à l'intérieur de ces États qui ne font pas partie des tribus bantouis des Bantous. Donc, je m'excuse, voilà les problèmes. Quand je parle de ces dossiers, il y a toujours un problème. Et ce n'est pas parce que les téléphones tombent. C'est parce on dérange ma connexion. Les gens de Facebook, les agents, ils font ça, ces problèmes. Regarde. Ils commencent à couper ça. Derrière moi, j'ai fait des heures parce que je faisais la poésie. Ils n'ont pas fait ces problèmes. Ils ne m'ont pas coupé. Les téléphones marchaient bien. Vous savez, je ne vous ai pas dit au début, j'ai mon ordinateur ici, Mac, mais je voulais me connecter en direct, mais ça n'a pas marché. Alors que ça marche tous les jours. Ça, quand je commence à parler de ces problèmes du Congo, les agents de Facebook ne veulent pas. Mais avant-hier, j'ai essayé de parler de la poésie. J'ai fait presque 2 heures, mais ça marchait. Mais aujourd'hui, on commence à couper. Il commence à couper. Mais c'était entre parenthèses. Parce que j'étais en train de vous narrer avant de répondre à la question pourquoi les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble pour défendre pour les causes nationales. Alors, tous ces événements que je viens de vous relater, toutes ces 4 guerres mondiales, vont avoir des conséquences négatives sur les peuples bantous. Et ces conséquences
les conséquences que j'ai soulevées, c'est par exemple la religion. Il va y avoir des conséquences directes qui vont affaiblir les Bantous. Il y a la religion, donc il y a la religion. Et quand je parle de la religion, je vois le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cette religion, non seulement vont les désintégrer de leur culture originale, mais aussi ces religions vont les diviser. La deuxième conséquence que j'ai soulevée, c'est le métis, le mélange. Avec les viols infligés aux femmes vis-à-vis des femmes blantou, vont créer des métis. Et ces métis qui vont sortir pendant cette période des razzias négriels et de la colonisation, il y a d'abord les Baluba et les Bamileke, par exemple le cas du Congo. Mais aussi, il y a d'autres métis pendant la colonisation. Mais ces métis n'ont pas les mêmes gènes négatifs comme les métis là d'auparavant. Donc ils sont les Baluba. Parce que les Baluba c'est un mélange. C'est pourquoi chez eux il y a beaucoup d'albinos. D'ailleurs, ce sont des gens ici d'albinisme et du métissage et de métis. Alors, le métissage va au niveau génétique, au niveau culturel, au niveau linguistique, va désintégrer encore les Bantous. Ils vont les diviser. Va diviser encore les Bantous. Ces deux conséquences sont là les réponses, les deux réponses, les deux éléments ou les deux facteurs qui expliquent la mésentente entre les Bantous du Congo, les Congolais donc d'aujourd'hui. Donc, il suffit seulement de mettre les Congolais, de rassembler les Congolais et leur demander quelles sont les valeurs pour lesquelles ils peuvent se battre. Certains Congolais vont se déclarer des religions musulmanes, des religions judéo-chrétiennes. Certains Congolais vont se demander des catholiques, des protestants, des évangélistes, des sectes religieux, des mormons, des témoins de Jéhovah. Donc, la religion, une fois vous rassemblez les Congolais directement se divisent. Non seulement si la base ethnique, ce n'est pas si la base tribale, mais si la base des Congolais souvent se divise si la base religieuse. En dehors de la religion, il y a, non, en dehors de la religion du métissage, il y a les confréries, par exemple la franc-maçonnerie. Il y a la franc-maçonnerie, ça va dépendre des loges. Il y a des Congolais qui ont des loges, par exemple des différentes loges, par exemple en France ou en Angleterre. Ils ne peuvent pas s'attendre. Il y a des Congolais, au niveau par exemple de l'éducation, il y a des Congolais qui ont étudié dans les universités, par exemple en Angleterre, aux États-Unis, d'autres au Canada ou d'autres en France. Ils ne peuvent pas s'attendre. Parce qu'ils ont des approches, tous ces Congolais ont des approches différentes. Les cas du métissage, les Congolais, ceux qui sont clairs, qui sont ici du métissage, vont se voir plus, c'est comme s'ils sont supérieurs à d'autres Congolais, aux Bantous donc, et vont vouloir s'y représenter dans toutes les organisations et même dans
dans les institutions de l'État. Prenons le cas des Balouba. Les Balouba, ce sont des mélanges. Et dans leur tête, ils pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres. Donc, ils connaissent tout que d'autres Congolais. Voilà ces facteurs qui vont expliquer la mésentente entre les Congolais. Voilà pourquoi les Congolais ne peuvent pas s'attendre. Non seulement ces facteurs expliquent la mésentente des Congolais, mais aussi parce que les Congolais eux-mêmes défendent les idéologies étrangères. Quand les Congolais parlent de la démocratie, ils ne parlent pas des Bantous. Ils parlent de la démocratie en Occident, de ces bourrons. Au niveau linguistique, nous le voyons dans les parlements concernant les députés, tout le monde, donc s'il parle français, donc il se voit, il est intellectuel. Parler français ne veut pas dire que tu es intellectuel. Ou parler anglais ne veut pas dire que tu es intellectuel. Tu es intelligent. Nous vivons au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France. Beaucoup de communautés là, dites blanches, ne parlent pas français, ni anglais. Mais beaucoup de ces communautés parlent le français et anglais. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont intellectuels? Parler français ou anglais, ou le lingala ou le kiswahili, ne veut pas dire que tu es intellectuel. Ça, vous devez le savoir. Parler l'anglais, le français, ou le lingala, le kiswahili, ne veut pas dire que tu es intellectuel. Et un intellectuel n'est pas savant, ou chercheur, ou créateur. Donc il faut la connaissance, il faut l'éducation. Voilà, non seulement il y a ces facteurs, il y a l'autre facteur, la corruption. Les Congolais sont corrompus. Donc, une fois tu réunis les Congolais, il suffit seulement, tu viens, tu donnes à l'autre, tu dis non, je vais te donner 10 000 $. Les Congolais trahissent d'autres. Il suffit seulement que tu vas, tu dis à d'autres, ah, tu fais partie, tu es des Kassai, tu es des Bukavu, tu es des Goma. On te dit, ah, toi tu es de l'Équateur, ou toi tu es de Bandundu, toi tu es de Matadi, ah, viens, prends l'argent, les autres là, des gens de Kivu, laisse-les. Ils trahissent directement. Voilà un peu les facteurs qui expliquent la mésentente entre les Congolais. Ceux qui répondent à la question pourquoi les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble pour une cause nationale. Les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble pour une cause nationale parce que, ils sont religieux. Et dans ces religions, ils se divisent à l'intérêt de ces religions. Non seulement au niveau étatique, au niveau national, au niveau tribal. D'ailleurs, c'est les religions qui divisent les tribus au Congo et partout en Afrique noire. C'est la religion. Les Congolais, cette religion va aller au-delà même de l'idéologie de la religion. Il va s'installer au niveau de la famille. Au niveau de la famille, la religion nous divise plus que même au niveau tribal. Un exemple, vous allez comprendre avec moi. Si on bénit, ils sont 10 dans leur famille. Il y a Ombeni, il y a Kanza, il y a Mani, il y a Amani, il y a Kumba, il y a Nzemba. Lorsque Ombeni devient catholique, il est catholique, et son frère devient demain protestant, il y a un choc au niveau de la famille. Si son père devient demain musulman, il ne peut pas s'attendre avec sa femme. Il cherche comment convertir sa femme dans l'islam.
Si sa sœur devient témoin de Jéhovah, là c'est plus pire encore. Il voit que tout le monde est ignorant et que tout le monde va le suivre. Si l'autre devient mormon, maintenant encore c'est plus pire encore. Voilà comment au sein de la famille, comment la religion nous a divisés d'abord au sein de la famille. Au Congo, chez les Congolais, au sein de la famille, au sein des organisations, la question de la religion divise, il suffit seulement en parler. Ça divise tout le monde. Il suffit que tu n'es pas d'accord avec toi parce que moi je n'entre dans ton église parce que c'était le pasteur, c'est fini. Et les Congolais se divisent par rapport au pasteur. Si j'ai pris dans l'église de tel pasteur, donc je n'ai pas droit d'aller un jour visiter l'autre pasteur dans son église ou parler à ses adeptes. Parce que l'autre pasteur va dire que je suis en train de lui voler ses adeptes. Vous voyez? Une autre conséquence de la religion, c'est parce que la religion brise les capacités de réfléchir. Les Congolais ne peuvent pas réfléchir. Les Congolais, ce sont des moutons. Donc la religion fait des Congolais des moutons. Vous le voyez sur les réseaux sociaux. Lorsque la femme, la pasteur, a parlé seulement des Congo qu'on ne peut pas prendre les terres du Congo, tous les Congolais ont aimé. C'est comme si la femme là, elle est la première à parler de ses problèmes. Mais c'est parce que ce sont les pasteurs. C'est comme l'autre pasteur là est Kof. Ça c'est Ekof. Donc tout le monde est derrière. Regardez les cardinaux là. Qui trahissent le Congolais, qui tuent le Congolais. Mais lorsqu'ils parlent, tout le Congolais là. Donc les Congolais est abrutis. Les Congolais c'est un être aliéné. Donc les Congolais c'est un suiveur, un mouton. Donc la religion a fait des Congolais des moutons. Voilà une autre conséquence. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas unir les Congolais. Je prends un autre exemple. Si aujourd'hui il est lundi, nous voulons révolutionner le Congo. Et nous disons, pour révolutionner le Congo, nous allons passer par chasser les occupants. Quand ils rentrent à la maison, les Congolais, leurs pasteurs, leurs cardinaux vont les dire non, non, il ne faut pas aller chasser les Tutsis. Oh non, il faut la paix. Il ne faut pas aller chasser les Balouba, c'est vos frères, il ne faut pas les tuer. Vous voyez, encore la religion fait quoi? La religion corrompt. La religion corrompt les Congolais. Et vous savez, vous et moi, si vous ne le savez pas, la religion judéo-chrétienne romaine est la deuxième arme de l'impérialisme. Lorsque les impérialismes n'ont pas la force de combattre leurs ennemis avec leurs armes techniques, les impérialismes utilisent la religion pour affaiblir leurs adversaires. Et c'est comme ça qu'on a fait des Congolais. Et des Congolais abrités que nous sommes en train de parler, ce n'est pas nous les nobles. Ce n'est pas nous autres les nobles. Non. Ce n'est pas nous les léopards. Parce que ces gens qui dominent les Congolais, ils ont toujours cherché à l'intérieur des Congolais des pauvres, des échoués, des bêtes, des moins intelligents, des gens qui n'ont pas les capacités, des inconscients, des gens qui n'ont pas l'intelligence et le patriotisme. Les gens qui n'ont pas l'intelligence et le patriotisme, on les cherche. Vous les voyez, regarde. Est-ce que vous pensez que les génocideurs Tutsis, ils tuent les nobles, les intelligents et les notables et les gens riches pour rien? Ils ne les tuent pas pour rien. Ils ne les tuent pas pour rien. Vous ne voyez pas qu'il faut attention à toute personne intelligente qui va parler de ces problèmes. Il faut attention. Vous pensez qu'un jour, les Tutsis ou les Balouba viendront dans mes conférences ou sur ma page Facebook
ou sur mon YouTube en train de me critiquer. Non, ils ne le feront jamais. Parce qu'ils feront directement ma publicité. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire parce que je n'ai pas le temps de polémiquer avec eux. Et j'ai la connaissance, je sais comment je vais les répondre. Donc ces gens font attention à des Congolais intelligents, plus conscients. Vous voyez ça? Voilà le fond du problème du Congo. Voilà le fond du problème au Congo. Donc, le problème du Congo, c'est la religion, le mélange, le métissage. Et à l'intérieur de la religion, je viens d'évoquer les éléments, les facteurs qui expliquent la mésentente entre les Congolais. Donc, au niveau de la famille, au niveau du voisinage, au niveau régional, au niveau des tribus et au niveau de la politique, même au niveau des bureaux. Les Congolais se divisent au niveau des bureaux. D'ailleurs, ils s'engagent par rapport à l'appartenance religieuse avant l'appartenance tribale. Les Congolais s'engagent dans les entreprises par rapport à l'appartenance religieuse qui est tribale. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, je pense, avec moi. Vous connaissez ces histoires très bien. Vous connaissez ça très bien. L'amitié des Congolais, que ce soit à l'intérieur du Congo, à l'intérieur du continent noir, à l'extérieur, en Amérique, en Europe, en Australie, en Chine, l'amitié des Congolais se fonde par rapport à la religion. Se fonde par rapport à la religion. Regarde les Kimbanguis. Les Kimbanguis, ce sont des gens qui ont toujours mangé l'argent des occupants. Jamais les Kimbanguis, les chefs là des Kimbanguis ont déjà parlé du problème du Congo. Jamais. Ils ont toujours mangé. Vous voyez comment l'église lui-même, les églises là, d'ailleurs tous les pasteurs, les prêtres sont toujours corrompus. Ils ont mangé l'argent des criminels Tutsi et les criminels Baluba. Vous pensez que les Baluba là et les Tutsis sont dépassés, sont à l'intérieur des églises pour rien? Ils ne sont pas à l'intérieur des églises pour rien. Ils ne sont pas à l'intérieur des églises pour rien. C'est pour vous contrôler. Les Baluba, ce sont des pasteurs, tous ces albinos, ce sont des pasteurs chez vous. Ils veulent toujours être pasteurs, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas aller cultiver. Ils ne veulent pas aller faire l'élevage. Ils ne veulent pas prendre la houe, la machette. Ils sont toujours, ils vous contrôlent. Ils vous tuent et encore dans les églises, ils vous contrôlent. Ils vous disent, il faut être des bons frères. Oh, Jésus n'aime pas ça. Tuer c'est mauvais. Voilà, ils vous tuent et puis ils viennent, ils vous manipulent. Voilà comment les gens qui vous tuent et en même temps ils vous contrôlent à travers ces religions. Ça, c'est la conséquence de la religion. Et les Congolais, les élites congolais, les intellectuels congolais, ce que vous appelez les élites et les intellectuels, tous ces gens, ils épousent toujours les métis ou les femmes qui sont claires. Donc, les bantous noirs, les femmes bantous, oh, foutu pour elles. Donc, elles n'existent même pas. Je ne suis pas en train de dire que les bantous, les femmes bantous qui sont claires de nature ne sont pas belles ou on ne peut pas les épouser. Mais je suis en train ça, ce sont des constants qui sont là. Regarde dans tout l'état du Congo, regarde. Mais il y a d'autres qui vont même aller épouser ailleurs. Les députés femmes congolaises là, les femmes, ils sont partis épouser même les Chinoises, les Chinois. Ils sont partis épouser les Chinois. Imagine-toi. Les Congolais qui ont quitté le Canada, surtout c'était les Baluba, ce sont des gens qui ont avec des femmes blanches. Et donc, voilà encore, les Congolais qui dirigent le Congo, surtout les Baluba, ce sont des gens qui avaient commis des crimes ici au Canada. Après leur libération, le Canada les a utilisés pour aller travailler au Congo. Voilà les éléments
qui expliquent, les facteurs qui expliquent la mésentente entre les Congolais. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas défendre les causes nationales? C'est ces facteurs que je viens de soulever qui répondent à la question pourquoi les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble pour les causes nationales. Je vais les répondre, je vais les répondre avec qu'est-ce que mythe. Maintenant, pour donner maintenant une solution à cette question, à ces facteurs, il y a ce qu'on appelle un mythe. Il y a ce que nous appelons les mythes. Un mythe unificateur. Un mythe unificateur, c'est-à-dire un mythe unificateur, c'est-à-dire c'est plus précisément l'expérience collective d'un peuple. C'est l'expérience collective, donc c'est précisément l'expérience collective d'un peuple. Je prends un exemple. L'expérience collective d'un peuple, par exemple, un mythe unificateur. Nous savons que tous les Bantous du Congo ont leurs ancêtres. Nzambe, Mungu, Mulungu, Zakomba, Kosi, Ombe, Nyamuzinda, Amona. C'est ce qu'on appelle les mythes unificateurs. Est-ce que tous les Congolais sont rassemblés autour de ces mythes? C'est une question. Est-ce que tous les Congolais sont réunis à ces mythes? Les mythes unificateurs, un autre exemple des mythes unificateurs, après toutes ces guerres internationales communes contre les Congolais, est-ce que les Congolais savent que ce qui les reste dans leur vie, c'est la terre du Congo? Ils doivent le savoir. Si les Congolais savent que ce qu'ils ont de commun, c'est le Congo, c'est Mama Congo, c'est la terre de Léopard, donc ils ne peuvent pas se trahir. Donc, tu vois, c'est un mythe. Un autre exemple de mythe unificateur, par exemple, les Lingala. Les Lingala, c'est un patrimoine. Par exemple, les Lingala, c'est un patrimoine des Bantous. Si les Lingala est un patrimoine des Bantous, des ancêtres Bantous, donc les Congolais doivent se mettre tous derrière les Lingala. En étudiant, en parlant et en écrire. Ils peuvent écrire là-dessus. Mais pourquoi j'ai évoqué les mythes unificateurs? Les mythes unificateurs, comme je viens de le dire, c'est que lorsque il y a de vent contre-marin, lorsque il y a toutes sortes de vicissitudes, lorsqu'il y a toutes sortes de problèmes, lorsque il y a toutes sortes de corruptions, il y a tous les ennemis qui viennent, lorsque on tue un Congolais, lorsque on attaque un seul Congolais, lorsque on tue un Congolais, lorsque on viole une femme congolaise, lorsque on viole une loi de la Constitution du Congo, tous les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, doivent fermer, doivent arrêter d'aller à leurs activités
pour défendre cette cause. Voilà comment on défend un mythe. Ce qu'on appelle le mythe unificateur. Un mythe unificateur peut être encore aussi votre constitution. Parce que vous l'avez établi vous-même, en âme et conscience, pour défendre la terre de vos ancêtres et les citoyens congolais, les peuples congolais, les peuples autochtones. Le mythe significateur peut aussi être tous les rois, tous les chefs coutumiers, tous les rois de chaque tribu. Vous êtes autour d'eux. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ce qu'on appelle les mythes unificateurs. Les mythes unificateurs, c'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Pourquoi chez les Chinois sont unis? Parce que les Chinois défendent leurs ancêtres. Ils sont unis, ils sont rassemblés autour de leurs ancêtres. Ils sont rassemblés autour de leur langue. Un Chinois, lorsqu'il fait quelque chose sur les réseaux sociaux, tu vas voir des millions qui like. Lorsqu'un Arabe fait des choses, tu vas voir des millions qui like, de vues. Et c'est pour tous les autres peuples du monde. Mais un Congolais, dis-moi un Congolais, même l'artiste le plus compétent, talentueux chez tous les Congolais. Donne-moi parmi eux qui fait des millions de likes, de vues. Personne. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un mythe unificateur. Il n'y a pas un mythe unificateur. Parce que s'il y avait un mythe unificateur, lorsque il y a un Congolais qui défend les intérêts des Congolais, tout le monde doit être autour de lui. Mais les Congolais ne peuvent pas être autour des artistes, des musiciens congolais qui trahissent d'abord les Congolais eux-mêmes, qui trahissent le Congo et qui travaillent avec les ennemis du Congo. Par exemple, Fali Ipupa, Kofi Olomide, et tous ces Papa Wemba, tous ont fonctionné, ont coopéré, ont collaboré avec les génocidaires et violeurs aussi. Maintenant, comment vous voulez avoir un mythe significateur? On ne peut pas avoir parce qu'il y a des chocs. On se déteste. Hein? On se déteste. Je vous donne un autre exemple de mythe unificateur. Vous le vivez souvent. Vous voyez les événements qui se passent par exemple en Europe, partout en Europe. Ici en Amérique, au Canada, aux États-Unis, en Moyen-Orient. Vous allez voir, lorsqu'il y a un événement malheureux ou heureux, dans tous ces pays que je viens de vous le dire, dans toutes ces parties du reste du monde, tout le monde, il est né en Afrique, qu'il est né en Amérique du Sud, qu'il est né en Asie, si c'est un événement qui a fait du mal, par exemple aux Arabes ou par exemple de la Tunisie, tous les Arabes vont se réunir derrière cette tragédie pour la défendre. Et vont parler un même langage. Mais est-ce que les Congolais, avec plus de 18 millions de morts au Congo, la moitié de la population canadienne, plus de 18 millions de morts, donc la moitié de la population canadienne, les gens qui sont morts au Congo, et plus de 3 millions de femmes qui ont été violées, est-ce que cela a poussé un jour les Congolais à se réunir avec une même voix, avec un même discours, un seul discours? Parce que lorsque on veut défendre un mythe unificateur, lorsqu'on parle de mythe unificateur, on parle d'un seul leader, d'une seule organisation, un seul discours, un seul leader,
un seul peuple. On devient un. D'autres exemples. Vous savez pourquoi les Arabes, par exemple les Arabes, les Chinois, les Juifs, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient au Canada, en Europe, ils réussissent toujours, ils ont des appartements, des magasins, ils prennent toute l'économie. Vous savez pourquoi ils réussissent comme ça? C'est parce qu'ils ont un mythe unificateur. Le mythe unificateur des apôtres, leur religion islam. C'est leur religion islam. Le mythe unificateur des Juifs, ça peut être le judaïsme. Le mythe unificateur des Chinois, c'est leurs ancêtres. C'est leur langue. Mais est-ce que est Congolais, qui est Congolais qui peut me dire que nous avons un mythe unificateur qui va réunir 1 million, 2 millions, 10 millions, même si nous sommes plus de 120 millions. Est-ce que nous avons un mythe qui peut mobiliser même la moitié de la population sur une même cause? Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas un mythe. Nous n'avons pas un mythe unificateur. Et les mythes unificateurs doivent être fondés sur les bases ancestrales. Il n'y a pas un mythe unificateur, rassembleur, qui n'est pas fondé sur les bases ancestrales. Vous pouvez critiquer tous les Européens, ils sont racistes. Or, ils nous montrent Jésus, ils nous montrent Marie, ils nous montrent tous ces gens qui nous ont tués, ils nous montrent Victor Hugo, ils nous montrent si c'est Abraham Lincoln, ce sont des criminels. Mais c'est leurs ancêtres. Leur mythe unificateur est fondé là-bas. Mais est-ce que votre mythe unificateur est fondé sur Lumumba, sur Mulele, sur Vitankipa, sur Kasunzu, sur Nzinga? Ce sont des questions à vous poser. Donc vous devez avoir un mythe unificateur. Mythe unificateur, quand il y a un mythe unificateur, on va parler encore de mythes fondateurs. Et c'est ce que je viens de vous dire, le mythe fondateur. Le mythe fondateur, c'est ce que je viens de vous dire. Qui sont ces génies, ces léopards qui ont fondé le royaume Congo, qui ont fondé le Congo actuel? Alors vous dites Mulele, Lumumba, Onkiton, Polo, Panda Fernana, Kasunzu, Ombeni. Vous pouvez dire tout ce que... Ça, ce sont ce qu'on appelle les mythes fondateurs. Je parle de mythes fondateurs et non mythes unificateurs. C'est à partir de ces mythes fondateurs que vous pouvez s'unir autour pour fonder, pour parler du mythe unificateur. Tika, je parlerai peut-être un autre jour, pas aujourd'hui, je n'ai pas terminé, ou fin de semaine, je peux parler encore de ça. Mais je pense que vous m'avez un peu compris. Voilà les réponses que j'ai déjà données, parce que toutes ces questions se suivent, ont presque les mêmes, les réponses, c'est comme si les escaliers, ça se suit. Maintenant, qu'est-ce qu'un État? Un État ne peut pas exister sans un mythe. Un État ne peut pas exister sans un mythe. Si aujourd'hui, si nous étions un État, si les Congolais avaient un État, les Congolais d'abord n'ont pas la connaissance d'État. Les Congolais, les Bantous d'aujourd'hui n'ont pas la connaissance d'État. Je pense, j'ai ici ce livre sur la fondation de... Alors, je vais parler de tout. Un État, c'est quoi?
L'État, quand on parle d'un État, on voit une société. On voit le peuple et ses institutions. C'est ce qu'on parle de l'État. C'est ça ce qu'on parle de l'État. Mais un État est aussi collé encore au mythe fondateur et au mythe unificateur. Parce que les mythes fondateurs, c'est eux qui ont fait l'État. Vous me comprenez là? Je vois, vous me comprenez. Les mythes fondateurs, c'est eux qui ont fait l'État. Parce que les peuples se sont entourés, se sont rassemblés autour d'eux pour faire les mythes unificateurs. Et ces mythes unificateurs qui sont les peuples qui sont autour, qui vont jouer un rôle pour fonder l'État. Et l'État qui ont fondé l'État, ce sont les mythes unificateurs. Les mythes unificateurs, c'est l'ensemble des bâtisseurs. C'est l'ensemble des bâtisseurs d'un État. C'est ça les mythes. Les mythes fondateurs, donc c'est l'ensemble. Donc c'est une expérience aussi. Une expérience, ça doit être. C'est une expérience qui est jalonnée de beaucoup de choses. Mais qui est aboutie à la fondation d'un État. Parce que ce sont des gens, des bâtisseurs, ce sont des combattants. Des gens qui se sont bâtis pour leur nation. Pour qu'ils aient un État. Et un État, c'est un royaume. On peut les parler d'un royaume. Ici, je vous dis, ici au Canada, j'ai fait les études en éducation. Ici, est-ce que j'ai encore la carte là-bas? Ici, il y a ce qu'on appelle l'État. Quand il dit État, il utilise de Dieu. C'est ici au Canada. Il y a l'État. Quand il y a l'État, il y a ce qu'on appelle la connaissance, les universités. Donc, comment ça se passe? Il y a la maternité, il y a l'école primaire, secondaire, collégiale et universitaire. Et il y a l'emploi. Et l'État qui décide tout. C'est la raison pour laquelle ici, lorsqu'il y a quelque chose qui ne veut pas, tous les peuples sont réunis et manifestent. Ici au Canada, au Québec. Quand le peuple veut la hausse du salaire ou la réduction des frais de scolarité, ils ne niaisent pas. Hein? Tous les matins, tous, il faut fermer tout. Ils ne vont pas y aller. Mais est-ce que au Congo, les Congolais là, est-ce qu'il a cette connaissance de faire ça? Non. Les Congolais, c'est un peuple sans mythe. Les Congolais, c'est un peuple inconscient. On les appelle les républiques des inconscients. Congolais, on peut tuer son frère à côté. On est en train de le tuer, lui frapper, et il va rire. Et il va aller de l'autre côté. Les spécialistes disent que au Congo, le temps passe plus vite que le reste du monde. Tous les spécialistes qui étudient les événements mondiaux, qui étudient les événements internationaux, ce sont des gens qui ont voyagé dans plusieurs pays du monde. Ils ont parvenu à conclure ceci. Au Congo, en République démocratique du Congo abantoisé, le temps passe plus vite que le reste du monde. Je vais vous expliquer comment. Pourquoi le temps passe plus vite que le reste du monde au Congo. Le Congo, on peut tuer sa mère. D'ici, il est
par exemple, il est 9 heures. À 12 heures, le Congolais a déjà oublié sa mère. Ou, après l'enterrement, il est déjà dans l'église. Non seulement, au même moment, d'abord, il parle au nom de Jésus. Voilà comment le temps passe. Il oublie. Le temps passe plus vite. Quand on parle, le temps passe plus vite, donc on est en train de parler de l'oubli. On est en train de parler de l'oubli. Vous me comprenez? Quand on parle que le temps passe plus vite au Congo, c'est-à-dire on parle de l'oubli. Comment le Congolais il oublie plus vite. J'ai été en 2018 à un funérail d'un jeune Congolais de 13 ans qui est mort. Que nous avons, j'ai compris par la suite que c'est le mari de sa maman qui l'avait tué. C'est un Moulouba et sa femme, sa maman était Moutetel. Lorsque nous avons parti au funérail pour l'enterrer, l'enfant, le blanc qui était là, qui supervise, qui est le patron de l'endroit où on enterre, il a demandé maintenant à la famille du défunt, est-ce que vous avez un mot, maman, est-ce que tu as un mot à dire à ton fils pour le dire au revoir? La maman a dit, oh Jésus, Jésus, Jésus reçoit. Et puis le blanc il a répondu, est-ce que maman c'est tout? Oui c'est tout, Jésus, Jésus. Et les Congolais qui étaient, ils étaient contents. Mais moi qui étais là, je suis conscient, j'ai touché un papa aussi congolais. Voilà la bêtise des Congolais. Les papas congolais aussi, peut-être, comme il était conseil, il me dit, ce peuple, on vient de rire de cette femme. Ici, partout en Occident, quand quelqu'un meurt, on parle d'abord de ses biens. On lui dit de bonnes choses. On ne parle pas d'un Dieu ou d'un Jésus. On parle de ce qu'il a fait dans la vie. Sa maman lui dit des bons mots, de revoir. Mais voilà l'intelligence. Et la maman, le même jour, a oublié son fils. Perdre un fils de 13 ans. Voilà comment le temps passe trop vite dans la tête des Congolais. Et notre exemple qui explique que le temps passe plus vite au Congo. Voilà, regardez bien la chronologie des événements du Congo. Il suffit seulement, un Moulouba sort, il parle, le Congolais directement là. Demain matin, après quelques minutes, un autre parle ou un Tutsi parle, le Congolais est là. Donc les Congolais ne cessent de répéter ce que les occupants disent. Et on l'a compris. Lorsqu'un cardinal parle, ou un prêtre parle, ou un pasteur parle, les Congolais répètent tout et ils oublient. Demain, il entame. Après quelques minutes, il entame d'autres. Donc les événements, les Congolais répètent. Ils oublient, ils répètent. Pourquoi? Non seulement le temps passe plus vite chez les Congolais, il oublie vite. Comme il oublie vite, c'est-à-dire, il ne garde pas, il n'a pas la mémoire de garder les événements importants. Voilà la bêtise des Congolais. Ils ne gardent pas les événements. Ils sont toujours dans l'oubli. Et en train de se faire toujours du mal. Ils oublient que tout ce qui se passe, ça fait mal à majorité aux victimes au Congo. Ça fait mal même aux gens qui sont conscients. Vous voyez, chers compatriotes congolaises et congolais, vous savez, ces génocidaires et violeurs Tutsis souffrent de l'image, souffrent du manque de l'image. Alors comme ils souffrent du manque de l'image, ils cherchent des circonstances pour porter à l'attention au niveau international. Parce qu'on ne les connaît pas. Qui allait connaître les Tutsis si il n'allait pas agresser le Congo?
Qui allait reconnaître ces gens dans le monde? Même au moins 85-95% des Congolais ne connaissent pas les Tutsis. C'est métis. Même ils ne connaissaient pas les Balouba. C'est aujourd'hui qu'on commence à parler de ces gens. Pourquoi? Parce qu'on les a dit que ces Congolais sont des bêtes. Lorsque vous faites ceci, ils vont parler de vous. C'est eux-mêmes qui vont faire la publicité pour vous. Et c'est les Congolais qui font la publicité des Tutsis. Alors que les Tutsis, même à l'intérieur du Rwanda, les Tutsis sont encore minoritaires. Donc, je me demande maintenant, à l'intérieur du Congo, ils vont être comment? Ils vont être comment? Congolais, arrêtez d'être émotionnels. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émotion négative. Il faut savoir gérer ses émotions. Les émotions sont bonnes pour la santé. Mais toi, Congolais, tu réagis comme un animal. Tu vois les animaux, quand tu entres dans l'étable des moutons ou des vaches, ils peuvent crier. Mais tu prends un mouton ou une vache, tu vas à l'abattoir, tu égorges. Après quelques minutes, tu reviens encore, tu prends d'autres, tu vas à l'abattoir, tu égorges. Est-ce que les moutons là vont, ou les vaches vont t'interdire? Non. Et c'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais. Et les Congolais, malheur à ces Congolais, ils n'aiment pas suivre les gens qui sont intelligents. Je vous donne des exemples. Si les Congolais aimaient les gens intelligents, vous pensez que les génocidaires là que vous appelez Joseph Kabila allaient vous diriger? Un idiot comme ça, un pauvre, un laid comme ça. Si les Congolais, l'ensemble des Congolais étaient intelligents, avaient quelque chose de noblesse, ils allaient accepter comme l'idiot difforme laid comme ça au pouvoir pour représenter les Congolais comme président. Tout ça, ça montre l'incapacité des Congolais de s'autogérer, les capacités des Congolais de s'autodiscipliner, les capacités des Congolais de revoir les événements, l'incapacité des Congolais de se servir de l'expérience du passé. Et pourquoi les Congolais sont incapables de se servir des expériences qu'ils traversent? C'est parce qu'ils sont tout le temps à l'église. Yahweh, Yahweh, Zambe, 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 Zambe. Kizambe, Zambe, Kizambe, Zambe. Jésus Akobalangai. Surtout les femmes congolaises. Jésus Akobalangai. Jésus Akobalangai. Toi là-bas, tu vas t'épouser avec ton mari. Tu t'épouses avec Jésus. Quelle connerie ça? Ah, les malheurs, comme on l'a dit, les malheurs ne viennent pas tout seuls. Voilà un exemple d'un État. Donc l'État, c'est le peuple qui constitue l'État. L'État, on n'a pas l'État au Congolais parce que les peuples congolais eux-mêmes, la majorité sont des bêtes, sont encore au stade de primatologie. Nous devons le dire, ce sont encore des peuples au stade de Moyen-Âge. Et pourquoi ils sont dans les stades de Moyen-Âge? C'est leurs églises. C'est leur appartenance à la franc-maçonnerie, à Rose-Croix. Vous voyez ça? C'est ça le problème des Congolais. Les tribus au Congo ont existé depuis longtemps dans nous et n'ont jamais eu de problème. Ce n'est pas... Donc, et c'est là qui explique que le problème du Congo, c'est la religion, c'est tous ces métis, Tutsis et Balouba qui ont provoqué, qu'on parle aujourd'hui de tribalisme. Pourquoi les Tutsis et les Balouba insistent sur la haine tribale ou sur le tribalisme? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous vous demandez pourquoi les Blancs insistent sur le racisme ou les Juifs insistent sur l'antisémitisme? C'est parce qu'ils veulent se protéger.
et vous détournez de vraies réalités. Ils vous tuent, ils vous trahissent, et puis ils se victimisent. Ils se victimisent comment? À travers le racisme, à travers le tribalisme, l'ethnicisme, à travers l'antisémitisme. Vous voyez ces réalités? Vous devez comprendre, c'est ça la réalité. Moi, qui va venir me déranger? Personne. En tant qu'intellectuel, chercheur, je parle. Qui va? Est-ce que c'est un blanc qui va venir, un intellectuel universitaire, c'est un professeur qui est blanc ou arabe, n'importe quelle couleur noire, qui va venir, qui va venir dire, voilà, monsieur Omben, voilà ce que tu dis, ce n'est pas... On va parler. Tout le monde va défendre ses idées, ses arguments. C'est comme ça ici, chez nous, on défend ses arguments. Tu sais qui va venir discuter avec moi sur l'anthropologie? Personne. Ils ne peuvent pas, parce que lorsqu'ils viennent, je vais dévoiler qui ils sont. Voilà un peu la question sur l'État. Maintenant, qui dirige l'État? La question qui dirige l'État. Celui qui dirige l'État, ce sont des gens que les peuples ont choisis. Ce sont les gens que les peuples ont choisis. Ça peut être des bâtisseurs d'un État, donc les gens qui ont combattu, et qu'ils se présentent devant les peuples, et les peuples les choisissent. Donc, quand j'étudie sans porter jugement à des intérêts, à des quoi, tout ça, dans des cas religion, quoi, tribu ou quoi, franc-maçon, tout ça. Mais quand je porte, je pousse mon niveau d'intellectualité, mon niveau d'analyse. Souvent je conclus que le problème du Congo, ce n'est pas seulement l'élite médiocre des Congolais. Ce n'est pas seulement l'élite médiocre congolaise. C'est les peuples. C'est les citoyens. Parce que c'est les peuples qui ont toujours libéré les nations. C'est les peuples, ils aiment être esclaves, assujettis, rester là pauvres, corrompus, mangent les petites choses. Regarde comment ils vivent. Ils ne savent pas, ils n'ont pas la connaissance de l'État. La connaissance, on peut le voir comment ils construisent. Ils se construisent en train de se faufiler. Ils se faufilent. L'espace est grand au Congo, le Congo est grand, mais ils se faufilent, ils se faufilent. Ils s'étouffent eux-mêmes. Donc ils ne savent pas contrôler l'espace. S'ils avaient la connaissance de l'État, on n'allait pas parler de Minembwe ou de Mulenge, ou de Beni ou de Butembo, ou de Walungu, ou de Walikali. On n'allait pas parler. Parce que si ces gens avaient la connaissance de l'État, les Congolais là, les drapeaux, l'hôpital, l'armée, la police allaient être dans tous ces villages. Et quand l'ennemi vient, même avec l'avion, quand il voit les drapeaux flottent, il voit l'armée qui est là, il voit la police, l'hôpital, l'école là, il ne va pas laisser s'installer et dire que ça c'est ma terre. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire, chers amis. Il ne va pas. C'est parce qu'ils ont vu que c'est vide. Ils profitent de la bêtise, l'imbécilité des Congolais, ces gens. Vous savez que d'abord les Tutsis, comme les Baluba, ce sont les gens les plus laids au niveau physique. Ils sont tellement laids, moches. Deuxièmement, ils sont très moins intelligents. Moins intelligents. Et pourquoi ils sont moins intelligents encore? Parce que c'est collé encore au mensonge. Parce que lorsqu'ils mentent, leurs mensonges ne collent pas sur l'intelligence. Parce qu'il y a les mensonges qui peuvent coller sur l'intelligence. Mais souvent, leurs mensonges ne collent pas.
ne colle pas. Raison pour laquelle il s'arrange pour s'intéresser toujours aux Congolais qui sont si moches peut-être, et qui n'ont pas l'intelligence, qui n'ont pas les capacités d'analyse. Il s'arrange pour aller avec. Il s'arrange pour être avec les pauvres, les insensés, les drogués, les alcooliques. C'est pourquoi l'État du Congo est dirigé par les criminels, les alcooliques, les violeurs, les voleurs, les tueurs en série, les idiots, les imbéciles. Donc il y a les idiots qui dirigent les Congolais et les imbéciles en train d'applaudir, qui sont les peuples congolais. Mais ayons honte, chers compatriotes congolaises, congolaises. Ici, je vous parle des choses, il faut que vous captiez ça. Parce que avoir la connaissance, c'est l'intégrer. Et garder la connaissance. Quand les spécialistes du monde disent que au Congo, le temps passe plus vite, c'est parce qu'ils ont analysé votre capacité d'oubli, votre incapacité d'analyser les événements. Votre maman vient de mourir, ou votre frère, ou votre sœur. Directement, tu justifies au nom de Jésus de Dieu. Tu l'enterres si c'est demain, tu oublies, tu vas à l'église, c'est fini. Tu oublies ta propre mère, tu commences à prier Jésus ou Marie, ou les ancêtres des Grecs, des Arabes ou des Juifs. Tu l'oublies complètement. Donc tu l'oublies ta mère, si ta mère s'appelait Yemba, tu l'oublies complètement. Donc ça devient maintenant Marie, ça devient maintenant Jésus. Voilà comment vous êtes bêtes. Est-ce que c'est Jésus, c'est Dieu qui t'a donné, qui a donné à ta maman ou à ton père les spermatozoïdes ou l'ovule? Pauvre. C'est pourquoi vous mourrez dans l'ignorance. Même vous arrivez même en Occident. Vous savez pourquoi les Congolais n'avancent pas? Nos communautés congolaises n'avancent pas, qu'ils soient en Europe et en Australie. Ici en Amérique. Pourquoi? On n'est pas unis parce qu'on manque d'abord. On n'a pas les mythes unificateurs. On n'a pas les mythes des fondateurs, donc mythes fondateurs. Parce qu'on est disloqué, carrément disloqué dans les religions. Les pasteurs, les gens qui se déclarent des pasteurs, ils sont là, ils divisent. L'appartenance politique divise les gens. L'appartenance régionale divise les gens. L'appartenance linguistique divise les gens. Donc, on ne peut pas se réunir. On n'a pas un mythe unificateur. Voilà la plus grande défaite, faillite, le plus grand échec chez nous. Le manque du mythe unificateur. Voilà le fond du problème. Ça, tu sais, celui qui me voit actuellement, je ne parle pas. J'écris toujours. J'écris beaucoup de choses. Mais je profite pour m'exprimer. Mais les gens qui me connaissent, ils savent que je ne parle pas. Même quand je suis avec des gens, je suis là. Je ne parle. Les gens qui me connaissent, ils savent. Mais il y a des gens qui me demandent pourquoi je parle actuellement. Et je n'ai jamais parlé. Quand je parle, peut-être je suis dans les conférences où je peux m'exprimer par rapport à mes connaissances. Mais je parle rarement. Mais je sais que il y a un jour que je vais parler. Et le jour que je vais parler, c'est quand je vais publier mes ouvrages. Je vais parler quand je vais publier mes ouvrages pour les défendre. Je parlerai au niveau national et international. C'est mes ouvrages qui vont encore me faire voyager partout dans le monde. C'est ma tête. Alors, chers compatriotes, je parle encore pour terminer. Peuple bâtisseur. Qui est le peuple bâtisseur? Qui sont les bâtisseurs? Les bâtisseurs, je l'ai déjà expliqué.
Ce sont donc les gens qui se sont bâtis. J'ai dit de Lumumba, de Mulele, de Okito, de Pole, de Panafenana, de Kimbangu, de Kansunzu, de Omben. Se sont bâtis. Ce sont ce qu'on appelle les peuples bâtisseurs. Mais les peuples bâtisseurs en soi, c'est-à-dire les peuples bâtisseurs au Congo, qu'est-ce qu'on peut dire en... Les peuples bâtisseurs au Congo, ce sont des tribus. Ce sont les peuples bâtisseurs de la nation. Ce sont les tribus qui sont représentées par les rois. Ça, ce sont les peuples bâtisseurs. Et qui sont les peuples indigènes, autochtones. Les nationaux, c'est encore ces mêmes gens. Mais il peut y avoir des gens qui se sont privés, ce qu'on appelle les nationaux, qui se sont mariés avec d'autres gens de différents pays, mais ce sont des nationaux, appelés des Bantous, tous les Bantous. Les citoyens, ce sont les gens aussi qui ont qui peuvent, les peuples bâtisseurs inclus avec les nationaux et les gens qui avaient demandé la nationalité. Qui ont demandé la nationalité font partie maintenant des citoyens parce qu'ils peuvent voter. Hein? Mais les citoyens n'ont pas les mêmes avantages avec les peuples autochtones, les peuples bâtisseurs. Ils n'ont pas les mêmes avantages. Parce que les peuples bâtisseurs ont des royaumes. Les peuples bâtisseurs ont des terres. Ont des terres ancestrales. Contrairement aux citoyens. Aux citoyens, ils peuvent avoir la terre, ils peuvent avoir une maison, mais il n'est pas autochtone. Un étranger, c'est qui? Un étranger, donc c'est toute personne qui peut entrer dans les pays. Ils peuvent visiter les pays, ils peuvent aller, ils ne peuvent pas aller partout. C'est un étranger, il ne peut pas être, par exemple, recteur d'une université ou préfet d'une école. Il ne peut pas être, par exemple, un ministre ou président. Tu comprends ça? Vous comprenez ça? Il ne peut pas l'être. Ça, jamais il ne peut pas l'être un étranger. Jamais il ne le sera pas. Parce qu'un étranger, il faut qu'il soit d'abord aussi citoyen. Donc il y a des États, il faut qu'il y ait les citoyens, qu'il soit citoyen. Et puis citoyen, qu'il soit reconnu par les nationaux, les bâtisseurs, les autochtones. Vous comprenez ça? Donc c'est lui, l'étranger, ils peuvent travailler, mais ils peuvent être, même enseignant, c'est difficile qu'il soit un enseignant. Hein? C'est difficile. Et il ne peut pas ouvrir n'importe quel marché. S'il ouvre un marché, le marché doit être contrôlé par les nationaux. Vous voyez? Donc un étranger, il a beaucoup d'étapes à franchir. Parce qu'un étranger, d'abord, il faut qu'il soit reconnu par l'État qu'il est entré dans le pays. Et puis, avec l'État, il faut qu'il soit reconnu comme citoyen. Et encore comme citoyen, il faut qu'il soit aussi reconnu par les nationaux. Lorsqu'il est maintenant vu par les peuples autochtones, qui il est? Ah oui, c'est Ombeni. Ah bon? Ah, Ombeni, il venait du Togo. Ok. Ah, il fait de bonnes choses. Il défend nos intérêts. Oh, il est venu dans nos villages. Ah, ok. Il est directement connu chez les peuples autochtones. C'est les peuples autochtones qui peuvent décider maintenant comment ils vont l'amener. On dit non, il défend nos intérêts. Ils peuvent jouer un rôle dans notre communauté. Vous comprenez ça? C'est facile à comprendre. Parce que moi, je peux fonder un État. Parce que nous avons lu beaucoup, nous avons étudié beaucoup. Voilà la raison pour laquelle on peut faire tous. Il y a les visiteurs. Les visiteurs, c'est quoi un visiteur? Un visiteur, ça peut être un touriste. Un visiteur, il ne peut pas aller partout quand il arrive dans une nation ou dans une région. Il y a beaucoup d'endroits interdits aux visiteurs et aux étrangers. Un visiteur, pour entrer dans un musée, d'abord il doit payer. Il ne peut pas avoir les mêmes frais avec les nationaux. Un visiteur, il ne peut pas entrer, par exemple, dans la bibliothèque où il y a les documents de l'État.
Il ne peut pas aller. Il peut entrer dans un musée, mais dans les musées, il y a des parties, il y a des endroits où on ne peut pas les faire entrer. Un visiteur peut aller dans les spectacles, peut aller sur les plages, mais il doit présenter un ticket. Et il y a des frais qu'on va lui demander. Donc, un visiteur, un étranger sont des gens à surveiller. Parce que c'est à travers les visiteurs et les étrangers sortent les criminels. Les gens qui trahissent, qui peuvent être les ennemis. C'est pourquoi tous ces gens sont contrôlés. Mais est-ce que au Congo, il y a un État pour faire ça, pour que ça existe? Non. Le Congo, c'est tout le monde entre. Regarde comment les gens, ils importent toujours l'ONU. Les gens, ils importent les génocidaires et violeurs Tutsis. Ils importent les génocidaires et violeurs Baluba. Ils importent tous les criminels. Ils importent les gens qui vont les faire toujours le mal. Ils importent les religions. Ils importent tous les gens qui les servissent, ils les importent au Congo. Et puis, ils exportent leurs propres citoyens, leurs propres frères et sœurs. Ils exportent ça. Mais ils importent les religions. Ils importent toujours ce qui est mal. Ils importent les concepts des étrangers. Ils importent même le langage des étrangers. Oh, peuple congolais. Ayons honte quand même. Nous devons nous mettre ensemble. Regardez nos dents, regardez nos dentires, regardez nos nez, regardez nos larges narines, regarde nos yeux, nos têtes, regarde nos cheveux, regarde nos épaules. Regardez-nous en face. Regardez-nous en face, regardez-nous. J'ai dit regardez-nous en face. Regardez-nous dans les miroirs. Mettez-nous ensemble. Et pour se mettre ensemble, vous devez d'abord quitter ces religions. Hein? Ces partis politiques qui vous divisent. C'est la franc-maçonnerie, la rosicrucion qui vous divise. Vous devez quitter ça. Et puis vous allez vous réunir, vous allez avoir un mythe unificateur. Un mythe unificateur encore, c'est quoi? Lorsque on bénit, par exemple, ici au Canada, il y a un policier blanc qui tue un Congolais. Injustement, on le tue. Qu'il soit justement ou injustement, on tue un Congolais. Les mythes unificateurs doivent faire quoi? Doivent s'unir ensemble pour combattre ces policiers. Donc, il faut qu'on tue aussi ces policiers. Et si on ne le fait pas, demain matin au Congo, on tue aussi les blancs qui sont... On tue un blanc ou plusieurs blancs. C'est comme ça les mythes. C'est ça les mythes unificateurs. Vous pensez que si aujourd'hui au Canada ou aux États-Unis, on tue des Chinois, vous pensez que les Chinois vont arrêter ça, vont se taire? Demain matin, on va tuer aussi 2 blancs américains là en Chine. Ou 1000, on va tuer même 5, 10, 11. Vous pensez que si on tue des Arabes ici à Montréal, hein, à Montréal, ils vont se taire? Non, vous allez, si c'est des Tunisiens, demain matin, vous allez attendre, on a tué 10 blancs là en Tunisie. Vous devez commencer à réfléchir, c'est ce qu'on appelle les mythes unificateurs. Les mythes unificateurs défendent les intérêts de chaque citoyen, de chaque individu. Parce qu'il est déjà ancré dans la tête. Parce que lorsque vous parlez, paf, donc ça touche tous les Congolais, naturellement. Pas des choses, naturellement. Je vais vous dire quelque chose. En 1960, lorsque Lumumba était mort, vous savez, en Chine, on avait seulement dit que Lumumba était mort. Il y a plus de 2 millions de Chinois qui se sont réunis directement. Vous voyez les peuples là. Alors Lumumba n'est pas chinois. Hein. Lumumba n'a jamais arrivé en Chine.
voir ce qu'on appelle les mythes unificateurs. Les mythes unificateurs, donc ça veut dire, Ombeni vit au Québec. C'est un Muntu de Congolais, c'est un Congolais. Il crie seulement qu'il a un problème. Tous les Congolais vont se mettre ensemble. Directement. Un mythe unificateur, c'est-à-dire, si c'est Tadé qui vient d'établir une société ou son entreprise, par exemple, à Montréal-Nord, les mythes unificateurs, ça va faire que tous les Congolais doivent savoir là où se trouve cette entreprise, cette société, et tout le monde va commencer à acheter là-bas. Tous les Congolais qui se trouvent à Montréal du Nord vont commencer à acheter là-bas. C'est ce qu'on appelle les mythes unificateurs. Les mythes unificateurs, regarde, c'est les Vietnamiens. Si un restaurant de Vietnamiens se trouve à Montréal, dans la ville de Saint-Laurent, si seulement il y a un seul restaurant vietnamien qui est au Québec et qui se trouve à la ville de Saint-Laurent, tous les Vietnamiens du Québec, le week-end, ils vont venir manger là à Saint-Laurent. Ils vont venir à Montréal pour manger là. Est-ce que vous, les Congolais, vous êtes capables de faire ça? Un mythe unificateur. Vous n'avez pas remarqué que à chaque saison, les Québécois de catégorie dite blanche, ils s'habillent presque de la même manière. Donc, ils ont des magasins propres pour eux, là où ils peuvent aller acheter. Vous ne voyez pas ça? Même si ce sont des habits, mais les mêmes habits, même ils ont des différentes couleurs. Mais vous avez remarqué ça? Moi, j'ai commencé à étudier ça, c'était à l'université. C'était à l'université. Et j'ai commencé à les regarder même au niveau du travail et partout, même au niveau social maintenant, sociologique. Et j'ai compris que ces gens ont un mythe unificateur. Vous critiquez les blancs, ne se salient pas. Oh, ce sont des voisins, mais ils ne se connaissent pas. Mais lorsqu'il y a une cause, tous sont ensemble. Ils se rassemblent autour d'une cause. C'est dans la tête. Tout c'est dans la tête. Vous savez, il y a des fois, j'essaye de parler à des étudiants au Congo. Parce que je suis en train de chercher comment enseigner à distance dans plusieurs universités au Congo qui vont m'accepter. Un jour, j'ai parlé au recteur Ngoma, le recteur de l'Inikin. J'ai regretté beaucoup que nous sommes foutus. J'ai essayé de parler à recteur, par exemple, l'ISP Bukavu. Peut-être il y a quand même peut-être une entente pour établir un département de linguistique. C'est ça, mais tout ce que j'ai fait comme étude ou recherche, c'est ça, la linguistique, la terminologie, la géographie, l'histoire et l'art. Mais s'il y avait un mythe unificateur, si les recteurs là, congolais, Ngoma de l'Inikin, allaient seulement écouter, s'il allait écouter seulement ma voix, directement il allait diffuser dans l'université, et puis se rassembler, et puis parler de mon cas, et puis on me dit non, vous êtes les bienvenus, ok, voilà ceci et ceci et cela. Mais on n'a pas les mythes unificateurs, nous n'avons pas quelque chose qui peut nous identifier. Je parle un autre mythe unificateur ici, l'habillement. Je vais prendre le cas du Ghana. Je prends seulement le cas du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir au Ghana, ils ont leur habillement royaux. Quand il y a un étranger qui vient les visiter, qu'ils aiment,
où leur peuple, ils le portent. Et tu vas voir les Ghanéens, les jours de l'indépendance, où leurs filles, que ce soit sur Instagram, ils ont leur habillement. Ils ont leur motif d'épargne. Regardez les Ivoiriens, c'est la même chose aussi. Mais aux Congolais, les Congolais, peut-être à l'époque du roi Mobutu, tout marchait bien. Est-ce que vous, les Congolais, peuvent encore porter les léopards? Et que c'est le jour des léopards, c'est notre jour de l'indépendance, on porte les léopards. Et on porte les léopards, les femmes vont porter, par exemple, vont couvrir leur tête avec les léopards, un pagne de léopard, et porter bien les pagnes bien. Et celui qui n'a pas tous les léopards, quand même, il peut porter les pagnes. Est-ce que les Congolais peuvent le faire encore? Non. Ce sont des peuples déjà aliénés. Est-ce que les Congolais peuvent aller faire le mariage, la Congolaise peut aller faire le mariage avec les léopards? Non. Elle préfère la robe blanche. L'aliénation, ce sont des gens qui sont malades, qui sont perdus. Alors, en conclusion, les Congolais, même après 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, les Congolais vont rester toujours esclaves. Même un Vietnamien peut quitter le Vietnam. Les Vietnamiens peuvent quitter le Vietnam pour arriver au Congo et vont dominer les Congolais. On peut chasser les Tutsis aujourd'hui, on les amène. Mais une année après, ils vont retourner, ils vont toujours dominer les Congolais. Pourquoi? Parce que les Congolais, si on les libère aujourd'hui, après 2 jours, ils vont encore dans leurs églises dormir encore. Ils vont aller dormir et attendre Jésus et aller au paradis. Donc, les Congolais souffrent du manque du mythe unificateur. Et ce mythe unificateur ne peut pas se construire parce que les Congolais sont divisés d'abord dans la religion, dans les religions qu'on avait importées et imposées aux Congolais. Ces religions les divisent au sein de la famille, au sein de leurs relations de voisinage, au sein de leurs relations étatiques, fonctionnelles, de bureau. Les Congolais est devenu très méchant. Un Congolais, tu peux le voir, vous vous faites amis sur les Facebook, sur les réseaux sociaux. Les jours que vous allez vous voir dans la vie réelle, les Congolais, c'est fini, votre amitié se termine. Donc, lorsqu'il va, donc, on ne sait pas naturellement. Les Congolais n'ont pas conscience. Les Congolais malades. Et le Congolais doit se guérir. Et pour se guérir, d'abord, pour avoir une bonne thérapie, il doit d'abord quitter ses religions, ses confréries. Il doit retourner à ses ancêtres. Il doit savoir que c'est ses ancêtres, ses parents qui passent avant que ses religions. Je vous remercie, vous qui avez eu le temps de me suivre. Je vous souhaite encore bonne soirée, partout où vous êtes, ou bonne journée. Et puis, on est ensemble. Et nous devons nous battre. Nous devons nous battre, non seulement sur les réseaux sociaux, sur les terrains, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Et libérer notre patrimoine qui est le Congo. Nous ne devons pas rester comme ça en train de se faire souffrir. Le Congolais, c'est quelqu'un qui fait souffrir toujours son frère et sa sœur. Les papas congolais laissent toujours la souffrance à leurs enfants. C'est toujours les papas congolais qui laissent les souffrances à leurs papas, à leurs femmes. Un papa, c'est difficile. Jamais tu vas voir un papa congolais dans les salons avec sa fille ou avec son fils. Jamais. Et s'il est là, ça va être les polémiques. Ça va être des polémiques, il va chercher son fils. Des papas congolais passent le temps dans leur salon en train de regarder la télévision, suivre les matchs
et à regarder la musique. Ils privent leurs enfants du salon. C'est ça les papas congolais. Jamais tu vas voir un papa congolais se promène avec sa, ici en Occident, avec sa femme. Il amène quelque part, bien. C'est difficile, à part peut-être dans les soirées d'anniversaire ou quoi, de mariage. Ah, sinon, on peut sortir dans un bon restaurant, bien habillé, chic, bien. Non, jamais tu vas voir ça. Et naturellement, j'ai compris que la femme congolaise n'aime pas, et c'est toutes les femmes noires, Bantou, n'aime pas qu'on les respecte. Et n'aime pas qu'on l'invite, viens dans un bon restaurant, ceci. Elle n'aime pas qu'on les montre qu'elles sont des reines. Vous devez savoir que vous êtes des reines. Hein? Les femmes Bantou, vous devez savoir que vous êtes des reines. Hein? Et vous devez aimer les gens qui sont nobles et qui sont intelligents. Parce que si vous continuez à faire les enfants avec les Congolais la bête, moins intelligents, vous êtes en train de détruire la société. Parce que les enfants qui vont sortir vont être toujours moins intelligents. Si vous commencez toujours à faire les enfants avec les pasteurs, les gens là qui vont à l'église, vous allez continuer toujours à faire les enfants bêtes. C'est génétiquement par là, ça s'explique. C'est que nous parlons dans la génétique, la transmissibilité des gènes. Les Congolais qui éduquent leurs enfants dans leurs églises là, ou dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, génétiquement, ces enfants deviendront aussi des drogués, des gens qui vont à l'église, des alcooliques. La transmissibilité des gènes. Merci, et puis c'est votre Léopard Mani Congo, Ombeni, né, Ombeni, Amona, Anaconda Kinga. Bonne soirée, à la prochaine occasion, bye. Les mythes unificateurs.